Justin, on ne vous a pas entendu avant, mais maintenant ça va. Donc, si vous pouvez recommencer et vous pouvez me demander d'avancer les diapositives. Je peux le faire pour vous. Okay. Donc, okay. Merci. Allez-y. Justin Jules Coutété, consultant en finances inclusives et développement local, qui a plus de 23 ans d'expérience en finances rurales. Il était conseiller technique du CIDR au Tchad et actuel directeur général de l'ISEC-MK au Tchad. Nous sommes là ce matin pour aborder un sujet important dans cette période de pandémie relative à toutes les institutions de microfinance qui tournent autour de la liquidité. Donc, nous allons, pour cette présentation, nous avons une présentation sommaire. On aura une petite introduction. Et après l'introduction, nous aurons à définir la notion du risque, les facteurs du risque et voir quelques risques inhérents à l'activité de microfinance déjà. Laissez vos micros sur muet, on entend beaucoup de déco. Au point 3, nous aurons la notion de la liquidité même. Nous allons aborder la définition de la liquidité, la fonction de la liquidité, les sources de la liquidité et les signaux d'alerte précoce sur le problème de liquidité. Nous allons aborder ensuite les risques de la liquidité, la définition sur le risque de la liquidité, la mesure du risque de liquidité, le risque de liquidité et les normes de Bâle 2. Et nous aurons abordé la gestion même du risque de liquidité, la gestion du risque de liquidité, les stress tests, la gestion de la liquidité dans les scénarios de crise et les bonnes pratiques de gestion de liquidité et enfin conclure. Oui, Madame Amélie. La liquidité n'est pas acquise. Le risque de liquidité est l'un des risques majeurs de l'activité bancaire et de toute institution de microfinance. Il ne s'agit pas de l'éviter, mais nous pouvons l'évaluer. Une pénurie de liquidité peut très rapidement se transformer en problème de solvabilité pour les établissements de microfinance. Et une pénurie de liquidité affectant une seule institution peut avoir des répercussions à l'échelle de tout système financier. Vu la pandémie, il est plus essentiel de gérer les risques de liquidité en cette période pour toute institution de microfinance. Nous allons maintenant définir le risque. Qu'est-ce qu'un risque? Et nous le savons tous, le mot risque signifie danger, correspondant à une situation où le futur n'est prévisible qu'avec ses probabilités. Le risque désigne un danger parfaitement descriptible, dont on ne sait pas s'ils se produiront, mais dont on sait qu'ils sont susceptibles de se produire dans une situation exposante. Le risque, mais avant d'aller sur la liquidité même, sur le risque de liquidité, nous allons essayer de voir quels sont les différents risques inhérents à l'activité des structures de microfinance. Nous avons, dans un premier temps, le risque de marché qui correspond à l'exploitation de l'institution, à une perte de la valeur de ces instruments financiers du fait de l'évolution défavorable des coûts des actions, des obligations, des taux d'intérêt ou encore des taux de change. On a le risque de contrepartie qui désigne le risque de dégradation de la santé financière de la personne avec qui une transaction financière est effectuée.
Nous avons aussi le risque de taux d'intérêt. En cette période aussi, c'est un risque qui concerne essentiellement les opérations de crédit ainsi que celles du marché. Ce type de risque concerne toutes les catégories d'intervenants, que ce soit financiers ou autres, tant qu'ils sont prêteurs ou emprunteurs sur le marché. Ce risque est identifié par le fait de voir les résultats affectés défavorablement par les mouvements des taux d'intérêt. Nous avons le risque de change. C'est un risque qui trouve sa naissance dans les établissements financiers à partir des opérations de prêt et d'emprunt à court terme d'un an en monnaie étrangère. Nous avons maintenant le risque de crédit qui constitue un risque de non-remboursement ou défaut de l'argent prêté par les institutions de microfinance, que ce soit sous la forme de découvert pour un particulier, de facilité de caisse pour une entreprise ou de crédit bancaire, financement accordé aux personnes morales ou aux personnes physiques. Nous avons le risque de solvabilité qui désigne l'insuffisance des fonds propres afin d'absorber les pertes éventuelles par la banque. En effet, ce risque ne découle pas uniquement d'un manque de fonds propres, mais aussi des divers risques encourus par les établissements de microfinance tels que le risque de crédit, du marché des taux d'échange. Il y a enfin le risque de liquidité que nous allons aborder tout au long de cette présentation. Comme nous le savons, les facteurs du risque, le risque présente un danger. C'est une probabilité d'occurrence, il présente une gravité et ce risque est acceptable. Maintenant, nous allons aborder la liquidité. Nous allons définir la liquidité qui est souvent définie sous trois formes. La première forme, c'est sur un actif ou un actif, il peut être rapidement transformé en monnaie sans perte de valeur et à un coût de transaction relativement faible. Et pour une institution financière, elle est définie comme l'aptitude à trouver les fonds nécessaires au financement de ses engagements à tout moment. Pour le système financier, un système financier, c'est l'aptitude à disposer de monnaie centrale lorsque le jeu de leur opération les conduit à devoir céder de la monnaie en une monnaie étrangère. Oui. La liquidité est l'aptitude d'une banque à financer l'accroissement de ses actifs et à subvenir à ses besoins de trésorerie à un coût abordable, dans un délai acceptable, sans perturber ses opérations courantes. Les besoins peuvent être attendus, inattendus, courants ou futurs, ainsi que les besoins de garantie. Il y a 6 fonctions essentiellement de la liquidité. La première fonction, c'est de rassurer les créanciers. La deuxième fonction, c'est de rembourser les emprunts. La troisième fonction, c'est de garantir l'aptitude de prêter. La quatrième fonction, c'est d'éviter la vente forcée d'actifs. La cinquième fonction, c'est de prévenir le paiement d'un intérêt élevé. Et la sixième fonction, c'est d'éviter le recours à la banque centrale. Parce que lorsqu'une institution de microfinance ou une structure de financement décentralisé fait recours à la banque centrale pour être refinancée, dans le cas de la COBAC, cela prouve réellement que cette institution a des difficultés financières, de liquidité, et la banque peut lui accorder ce refinancement, mais au retour de savoir que la banque aura une vision réelle sur cette institution pour son relèvement, parce qu'elle est déjà en difficulté et la banque peut lui opposer. Toutefois,
tous les taux d'intérêt à supporter et que le coût même à supporter serait très important par rapport à ce recours à la Banque centrale. Nous pouvons identifier 4 sources de la liquidité financière à partir des actifs passifs et échus, les actifs à court terme facilement liquidables, l'aptitude à emprunter, les lignes de crédit inter-institutions financières et auprès de la Banque centrale dans un certain cas. Il ne faut pas toujours faire recours à la Banque centrale, mais on peut toutefois aussi essayer entre institutions pour vraiment relever ce défi, pour vraiment s'entraider à avoir des lignes de crédit inter-institutions financières pour pouvoir relever le défi en cette période de pandémie. Nous avons essayé d'énumérer quelques signaux d'alerte précoce sur les problèmes de liquidité qui peut survenir, qui peut nous aider à voir dans quelle mesure nous sommes actuellement. Est-ce que nous avons une dépendance excessive sur le financement du marché inter-institutions financières et ou à travers les courtiers? Ça, c'est un premier signal d'alerte. Une augmentation aiguë du coût de financement, le cost of fund, une chute rapide de nos profits, une baisse de nos fonds propres peut entraîner un problème de liquidité au niveau de nos institutions de microfinance, des problèmes de management aussi, une publicité défavorable peut vraiment entraîner une situation de liquidité chez nous, le recours à des retraits massifs de fonds à partir d'une publicité défavorable sur notre institution peut nous amener à un problème de liquidité. Donc, les signaux d'alerte, si nous avons ces signaux-là au niveau de nos établissements de microfinance, il nous revient de tout faire pour nous juguler, pour nous remettre et pour vraiment saisir l'opportunité de relever le défi pour que nous soyons toujours liquides et non illiquides. Donc, il y a une dépendance excessive sur le financement du marché inter-institutions financières ou à travers les courtiers. Et s'il y a une augmentation aiguë du coût de financement, s'il y a une chute rapide de nos profits, une baisse de nos fonds propres, des problèmes de management et une publicité défavorable. Le risque de liquidité est généralement abordé sous 3 angles. Le premier angle, l'institution ne dispose pas de liquidité suffisante pour couvrir les besoins inattendus, comme par exemple les retraits massifs des dépôts ou de l'épargne des clients. Le deuxième angle, un état d'illiquidité extrême pouvant conduire à la faillite d'un établissement financier à cause des pertes importantes, des retraits massifs de fonds ou à la fermeture des lignes de crédit. Le troisième angle, un manque de capacité de lever des ressources sur le marché à un coût normal pour couvrir ses besoins. Donc, une crise de liquidité peut mettre en difficulté des établissements de microfinance qui étaient pourtant solvables avant la crise, dès lors que ces derniers ne peuvent pas faire face à leurs dettes à court terme. Donc, une crise de liquidité peut mettre en difficulté des établissements de microfinance qui étaient surtout solvables avant la crise et qui actuellement ne pouvaient plus faire face à leurs dettes de court terme. Et cela peut entraîner jusqu'à la faillite de ces établissements de microfinance. Nous allons définir maintenant le risque de liquidité.
Le risque de liquidité est celui pour une institution de ne pouvoir respecter ses engagements et ses obligations lorsqu'elle devra faire face ou la possibilité des pertes significatives au moment de respecter ses obligations. C'est un risque de perte dû à l'incapacité d'honorer tous les engagements de paiement en liquide à échéance, en particulier les obligations à court terme, sans affecter les opérations quotidiennes ou la situation financière de l'institution. Le risque de liquidité. À travers la liquidité, nous avons les facteurs essentiels de confiance, de réputation d'une institution financière. Généralement, la liquidité manque exactement au moment où elle est le plus nécessaire. L'effet de domino peut se créer et peut s'évaporer rapidement. Le risque de liquidité, c'est égal au risque de dérivé. Les conséquences montrent un degré élevé de récoloration avec d'autres risques, les risques de crédit, d'intérêt, de macroéconomie, de taux de change et d'inflation, et la dynamique de l'économie locale, les demandes de prêts et de retraits importants d'épargne. Il n'y a pas de couverture pour ce risque, mais c'est le cas pour d'autres risques, comme les risques que nous connaissons très bien, les risques liés au taux d'intérêt, les risques liés au taux de change. Mais il n'y a pas de couverture pour le risque de liquidité. Lorsque nous avons des devises étrangères, il y a des difficultés pour réellement les avoir en liquide. Donc l'existence de devises multiples au sein d'une institution vient augmenter la complexité de la gestion de la liquidité. Surtout lorsque la devise nationale n'est pas librement convertible. En principe, une institution financière doit disposer d'un système de gestion de ses positions de liquidité dans toutes les principales devises qu'elle utilise. Donc, il revient à l'institution. Lorsque nous sommes en Afrique, avec au Bénin par exemple, ou au Tchad, et nous avons le franc CFA, alors que nous avons des devises en dollars et des devises en euros, la situation actuelle, lorsqu'on voulait avoir de la monnaie liquide, il faut que réellement que nous prenons toutes les dispositions avec la Banque centrale pour pouvoir convertir ces devises-là en monnaie locale, alors que la situation est difficile. Donc, il est important, si dans des pays où il n'y a pas encore eu de difficulté de convertibilité de ces devises, c'est le moment de prendre les dispositions lorsque nous en disposons d'une façon importante. Donc, la conversion de ces monnaies, de ces devises en monnaie locale est tellement importante pour nous en cette période. Donc, il faut que les institutions prennent déjà les dispositions pour leur convertibilité et avoir de monnaie liquide. Nous ne savons pas si ça va durer 2 ou 3 mois, 4 mois. Donc, il faut prendre toutes les dispositions possibles. Le comité de Bâle, le Bâle 3, nous a demandé aux institutions bancaires d'avoir des mesures régulières, des mesures mensuelles, des mesures trimestrielles sur la liquidité. Mais à notre niveau, au niveau des établissements de microfinance, nous pouvons mesurer le risque de liquidité à travers les analyses des écarts, les décalages des échéances, des actifs et des passifs, simplement. Donc les actifs sont des sources de liquidité pour faire face à l'échéance des passifs et à l'utilisation de la liquidité. Sinon, pour le BAL 3, il faut déterminer la liquidité à court terme, les ratios de liquidité à court terme et les ratios de liquidité à long terme. Mais pour nous, l'établissement de microfinance, simplement à travers l'analyse des écarts, des décalages des échéances, des actifs et des passifs, nous pouvons réellement mesurer la liquidité.
nous allons essayer de voir les directives du comité de Bâle sur la gestion de la liquidité, les principes pour une gestion saine de la liquidité des institutions. La première directive, c'est l'importance de fixer un degré de tolérance du risque de liquidité au niveau de tous nos établissements de microfinance. Le maintien d'un niveau de liquidité adéquat. L'allocation des coûts et risques de liquidité à toutes les activités de notre institution. L'identification et mesure des risques de la liquidité à travers les bilans et les hors-bilans. La pratique des scénarios des crises sévères, les stress tests, que nous allons essayer de faire quelques scénarios tout à l'heure à travers cette présentation. Le besoin d'un plan de financement d'urgence robuste et le risque de liquidité et des collatéraux. Et enfin, il y a le rôle des superviseurs. Donc, entre et pour tout, il y a 8 directives qui ont été identifiées et notifiées à travers le comité de Bâle sur la gestion de la liquidité. Il y a l'importance de fixer un degré de tolérance du risque de liquidité au niveau de tous les établissements ou structures de financement décentralisées, le maintien d'un niveau de liquidité adéquat, l'allocation des coûts et risques de liquidité à toutes les activités de notre institution, l'identification et la mesure des risques de la liquidité à travers le bilan et les hors-bilans. La pratique des scénarios de crise sévères, par exemple dans la pandémie dans laquelle nous sommes actuellement, les stress tests et le besoin d'un plan de financement d'urgence, la gestion du risque de liquidité et les collatéraux et le rôle des superviseurs. Justement, avant d'avancer à la prochaine diapo, ici à Média, Oui. pardon, il y a une question dans la boîte chat qui me paraît intéressante. Donc, je vais le lire en haut voix pour que ça soit enregistré également. Oui. Donc, il y a Gilles qui est un consultant. Il faut que je cherche son question. OK. Est-ce que vous observez des retraits massifs de fonds de la part des clients au niveau du Tchad ou d'autres IMF en Afrique? Si oui, comment la crise est gérée dans la pratique? Les IMF au niveau du Tchad ont-elles accès à leurs épargnes au niveau de leurs banques respectives dans le contexte de la crise sanitaire? Actuellement, au niveau du Tchad, la pandémie n'a pas encore pris une direction sévère. Nous sommes à 117 cas avec 17 décès, mais toutes les régions ne sont pas encore touchées. C'est circonscrit seulement à N'Djamena. Mais nous constatons des retraits massifs de la population au niveau de certains établissements de microfinance, où il y a d'autres même qui ont déjà fait recours à leur banque pour se faire financer afin de faire face. Parce que les remboursements de crédit ne sont plus honorés actuellement. Donc il y a cette situation au niveau de ces établissements de microfinance parce que les bars sont fermés, les grandes institutions où le tourisme ne marche plus. Il y a des établissements à qui le transport ne marche plus. Le transport est fermé, le transport local est fermé et le transport urbain aussi est fermé, interurbain aussi est fermé. Donc tous ces financements qu'ils ont accordés dans ces domaines-là, ils n'arrivent plus à rentrer dans les remboursements et ça leur pose problème. Donc actuellement, ils ont négocié. D'abord, ils ont négocié avec le ministère des Finances pour sur un certain nombre de projets. Il y a un certain nombre de projets financés par des bailleurs de fonds. Donc, ils n'ont pas eu satisfaction à ce niveau, mais ils étaient obligés de faire recours à une banque de la place, à leur banque, pour se faire financer, pour faire face à ces retraits massifs. Donc, c'est circoncis seulement au niveau de N'Djamena. Mais au niveau de notre institution, nous avons pris les dispositions nécessaires avec notre banque et voir déjà tous les dépôts que nous avons et dans une certaine mesure limiter la mise en place de nouveaux crédits, et surtout les crédits liés au commerce. Mais étant donné que la période, c'est une période agricole qui s'annonce, on se prépare pour les deux.
préparer pour faire face au retrait massif et préparer aussi la saison qui s'annonce. Merci pour cette réponse et je note alors que même si la pandémie n'a pas encore atteint un niveau très important dans un certain pays, le sujet que vous abordez aujourd'hui est vraiment important pour tout le monde parce que cette peur ou cette attente des problèmes va produire les mêmes risques de liquidité dans un pays où il n'y a pas de cas confirmés. Donc c'est vraiment important pour tout le monde. Donc je vais avancer les diapos, mais merci pour cette réponse, Justin. Merci, Madame Amélia. Donc, très souvent, le risque de liquidité intervient quand l'institution ne dispose pas de liquidité suffisante pour couvrir les besoins inattendus. Donc, il faut réellement se préparer. On ne sait pas ce qui peut se passer du jour au lendemain. Donc, toute institution de microfinance doit se préparer pour faire face à ces retraits massifs de liquidité par les membres. Donc, c'est donc l'absence d'un matelas de sécurité qui fait courir à l'institution ce risque. Donc, il faut réellement faire le point de tous les dépôts, surtout les dépôts à terme qui sont avec nous et les dépôts à vue qui sont dans nos institutions et voir quelles sont les marges, mais aussi sensibiliser. On ne peut pas demander aux membres de retirer tout, on doit les sensibiliser. On doit les sensibiliser. Après la pandémie, l'activité doit continuer. Donc, il doit y avoir un plan de continuité de l'activité que tout établissement de microfinance, toute structure de microfinance doit vraiment établir et aller vers les gros déposants pour les sensibiliser que la pandémie va passer, mais l'activité va toujours rester et continuer. Nous allons essayer de voir la définition des stress tests. Les tests de stress permettent d'examiner comment les chocs potentiels résultant de conditions de marché défavorables que compromettent les résultats, la liquidité et surtout la situation des capitaux d'une institution. Donc, les tests de stress sont effectués en créant des scénarios dans lesquels les principaux risques auxquels l'institution est confrontée sont identifiés. Cette procédure permettra de quantifier l'impact potentiel d'une crise probante sur les affaires ou sur les activités de l'institution. Donc, nous allons essayer de voir les cas possibles. Il est important pour une institution de définir des scénarios qui doivent faire partie de son processus de simulation de crise et qui doit refléter une variété d'effets potentiels au niveau macro et au niveau microéconomique. Donc, nous pouvons simuler ce qui peut se passer si l'institution était confrontée à une détérioration des revenus par la perte des clients, le non-renouvellement des prêts, l'arrêt des activités de crédit. Qu'est-ce qui peut arriver sur la liquidité? La détérioration du portefeuille à risque entraînant une augmentation de réserves ou dépréciation des crédits. Un retrait massif de l'épargne. Donc, tous ces scénarios, l'institution doit se préparer et voir comment mettre en place les différents scénarios pour pouvoir juguler cette situation. Et en passant, il y a Microvision de ADA qui, dans le logiciel, ils ont élaboré des scénarios qui nous permettront réellement de faire face à cette situation. Et dans la pandémie et après la pandémie, en 2020 et en 2021. Donc, si on peut chercher la documentation sur le logiciel Microvision de ADA Luxembourg, ça aiderait plus les institutions de microfinance à élaborer des scénarios pour faire face à la pandémie, à cette pandémie et au retrait massif de liquidité et à la gestion de la liquidité au niveau de leurs établissements de microfinance. Donc, Justin, nous avons encore une question Oui. qui est pertinente à vos remarques. Donc,
Il y a un monsieur Sarr qui vous dit bonjour. Les IMFO Tchad ont-elles bénéficié de reports d'échéance par leur banque sur la période du Covid-19, comme l'a suggéré ici par la BCEAO dans la zone UEMOA? Je n'ai pas bien écouté, Madame Amélia. Pardon, je répète. Les IMFO Tchad ont-elles bien bénéficié de reports d'échéance par leur banque sur la période du Covid-19, comme l'a suggéré ici par la BCEAO? Nous avons, au sein de l'association professionnelle des établissements de microfinance, nous avons adressé une requête à la COBAC, à la commission bancaire, pour demander au moins des reports d'échéance sur 3 mois. D'abord, ça a commencé par nos membres qui se sont rapprochés de nous pour dire, en cette période où on a fermé tout, où nos activités ne marchent plus, où il n'y a plus d'évolution de choses, là, on ne peut pas trouver des revenus pour pouvoir rembourser les crédits. Donc, eux, ils ont écrit. Nous avons eu des membres qui ont écrit et qui nous ont demandé de reporter les échéances sur 3 mois. Et nous aussi, au sein de l'association, on a écrit à la COBAC, mais nous n'avons pas encore eu la réponse. Mais nous avons eu la lettre de la BCEAO ici, que nous avons partagée entre les établissements de microfinance, et nous attendons réellement la réaction de la COBAC par rapport à cette situation. Parce que c'est toute la région centrale qui est concernée. Parce que lorsque on ne reporte pas, il y aura des provisions importantes qui vont jouer sur les résultats en fin exercice 2020. Et il est important que nous ayons cette situation. Mais à nous, notre niveau, qu'est-ce que nous avons fait? Pour ne pas avoir des crédits en impayés, en souffrance, au niveau de notre établissement de microfinance, nous avons demandé seulement, on a reporté les échéances sur 3 mois, mais en ayant soin de demander à ces membres-là de rembourser les intérêts. Mais on les reporte maintenant sur 3 mois pour ne pas avoir un portefeuille dégradé. Et j'ai une autre question pour vous. Donc, vous venez de dire que vous avez reporté les échéances sur 3 mois, mais c'est pour tous les clients ou uniquement pour les clients qui ne peuvent pas poursuivre leurs activités économiques? C'est pour les clients qui ne peuvent pas poursuivre leurs activités économiques. Et comment est-ce que vous avez constaté qui peut continuer? Est-ce que vous avez fait des enquêtes clients pour constater qui a dû fermer leurs entreprises et qui peut toujours poursuivre leurs activités? Nous avons demandé, on a fait une enquête client et demandé à toutes nos directions décentralisées de mener cette enquête parce que dans le portefeuille, dans le logiciel, nous avons des clients, les domaines spécifiques de chaque client. Donc, on connaît déjà les domaines qui ont été touchés. Par exemple, l'agriculture n'a pas été touchée parce qu'actuellement, l'ONASA est en train d'acheter les produits vivriers pour pouvoir les partager dans toutes les zones du pays. Donc, tous ceux qui ont pris du crédit pour l'activité agricole ou le stockage, on sait que ce domaine-là n'est pas touché par la pandémie, parce qu'il y a des ressources qui ont été injectées pour pouvoir faire sortir les stocks et les racheter. Donc, nous sommes sûrs qu'on aura les remboursements dans ce domaine, dont le suivi est fait. Mais lorsque vous êtes dans la restauration, on sait que les restaurants sont fermés. Lorsque vous êtes dans le transport, on sait que les transports ne fonctionnent plus. Lorsque vous êtes dans les différentes activités commerciales, on sait que le commerce ne marche plus, les frontières sont fermées. Donc, tout ce monde-là ont été identifiés. Par exemple, ce matin, nous avons animé une réunion avec les clients qui sont dans le centre même, là où la direction de l'institution s'est implantée. Et on a identifié tous ces clients-là, sont arrivés avec des lettres de report d'échéance sur 3 mois. Et que nous les avons identifiés et on a demandé de reporter tous ces échéances sur 3 mois, mais qui doivent nous rembourser les intérêts afin de nous permettre de continuer l'activité. Ok, merci. Donc, je vais avancer les diapos. Merci. Donc, les exigences pour un bon exercice de tension de liquidité, il y a les données qui sont là, mais il y a l'hypothèse de comportement attendu appuyée sur des caractéristiques précises des clients, les actifs et les passifs de l'institution,
une plus grande granularité de l'information permet une segmentation et une proposition d'hypothèses fines. Par exemple, la concentration du crédit, du portefeuille de crédit par zone géographique, département, province, district, et relation avec répartition géographique de contagion de la pandémie. Si nous prenons le portefeuille, là, il faut aller par zone géographique. Comme j'ai commencé par le dire tout à l'heure, nous avons des zones qui sont des zones agricoles. Nous avons des zones qui sont des zones de commerce. Nous avons des zones où les gens font plus le transport. Donc, il faut faire des enquêtes dans ces zones-là pour voir si il y a eu plus de contagion dans cette zone. Donc, on va montrer une feuille d'enquête, une proposition d'enquête tout à l'heure pour voir quelles sont les enquêtes, les différents éléments que nous pouvons faire mener et pour mener une enquête dans une zone donnée. Il y a l'activité d'hébergement et de restauration. Tout ça là a été fermé. Donc, il nous revient maintenant de mener des enquêtes dans ces domaines-là pour voir réellement quels sont ces secteurs qui sont réellement contaminés. Est-ce que nous pouvons, après la pandémie, dans notre plan de continuité des activités, est-ce que nous pouvons réellement tenir compte de ces activités-là pour pouvoir élaborer notre plan de continuité d'activité? Donc, il faut qu'il y ait une plus grande granularité de l'information qui permet une segmentation et une proposition d'hypothèses plus fines relatives aux épargnants. Ceux qui font les dépôts à vue et ceux qui font les dépôts à terme. Donc, la concentration géographique des dépôts. Donc, des enquêtes doivent être menées pour voir les dépôts sont concentrés dans quelle zone. Est-ce que c'est dans la zone urbaine? Est-ce que c'est dans la zone rurale? Faites ces enquêtes-là. Est-ce que la contagion est déjà allée dans ces zones-là? Comment nous allons faire maintenant pour que, dans notre étude, pour préserver ces guichets ou ces caisses du retrait massif et mener maintenant des activités de sensibilisation dans ce sens. L'activité générative de revenus de l'épargnant, les pertes, maintien ou augmentation de ces revenus. Le point 4, il faut faire des sondages auprès des clients, actifs et passifs, et identifier leur situation actuelle de la famille et l'activité économique, les perspectives sur l'avenir, fournissant une information supplémentaire sur le comportement de nos bénéficiaires, attendu ou inattendu. Oui, Madame Amélia, il y a des questions? Donc voilà. Oui, Anna, mais continuez, j'irai vous interrompre dans quelques minutes, mais pour l'instant, continuez, s'il vous plaît. Voilà quelques scénarios de crise. Donc, les sondages que nous pouvons faire, il faut demander le nom, il faut avoir le nom du client, le nom du conseiller de client, l'agent commercial, les retards en paiement de crédit, à cause du COVID-19 simplement, s'il y en a, oui ou non, les adresses de l'entreprise, l'adresse du domicile, la situation familiale. Expliquer brièvement des sujets tels que nombre total de personnes touchées par la pandémie dans la maison, indiquant si elles ont dû être hospitalisées ou décédées. Il faut demander aussi la situation de l'entreprise. Expliquer actuellement quelle est la situation de l'entreprise. Est-ce que l'entreprise est fermée? Est-ce que l'entreprise est semi-ouverte? Brièvement des sujets tels que l'impact de la pandémie, l'impact financier dû à l'interruption partielle au total des activités. Donc, demandez à ces gens qu'est-ce que vous vivez actuellement par rapport à la pandémie. Ces sondages-là nous permettra réellement de faire face à la situation et de prendre des dispositions. Donc, le montant total dû ou à date de référence, dès le premier cas de la pandémie dans le pays, et dès le premier décès. Donc, les jours de retard, les dates de référence, premier cas dans le pays et premier décès.
Le nombre de versements en retard, date de référence, par rapport au premier cas dans le pays et par rapport à la première personne décédée. Le montant total de retard, date de référence, premier cas dans le pays et le premier décédé. Maintenant, on vient maintenant sur les remarques spéciales. Donc, c'est à nous de faire cette description pour notre institution, afin de savoir quelle est la remarque qui est faite dans la zone géographique où nous menons ce sondage-là. La date limite pour la réactivation de l'entreprise. Est-ce que dans un mois, entre 1 mois et 3 mois, possibilité de réactivation uniquement si un financement supplémentaire accordé? Est-ce qu'ils ont besoin de refinancement ou en permettant de déconfiner les gens, est-ce qu'actuellement, ils peuvent mener directement l'activité ou ils ont besoin d'un financement supplémentaire pour continuer l'activité? Sans aucune possibilité de réactivation, même si un financement a été accordé. Et en dernier point, vous voyez la date limite pour recommencer le paiement du crédit. Demandez-leur quelle est la date limite pour reprendre quand il y a des confinements, pour reprendre les activités. Dans un mois, entre 1 mois et 3 mois, et maintenant c'est à nous de voir avec eux et de voir ces points avec eux. Avant d'avancer, j'ai quelques commentaires et ensuite quelques questions à vous poser de la part de nos participants. Donc, tout d'abord, la SCTF a élaboré très récemment une enquête client sur les effets de la pandémie dans leur vie économique. Donc, les questions sont semblables à celles que Justin vient de partager. Et le webinaire de la semaine prochaine, le 12 mai, va porter sur notre propre questionnaire, ce qui peut vous intéresser parce que le questionnaire va être mis en ligne et sera gratuit. Donc, il y a la société Finca qui a fait volontiers ce travail. Donc, on est en train maintenant cette semaine de créer la version en ligne du questionnaire et tout le monde qui souhaite avoir un accès au questionnaire peut en avoir un sans payer. Et donc, les institutions peuvent utiliser ce questionnaire pour faire une collecte de données en ligne qui va porter sur toutes ces questions des effets de la pandémie dans les vies de leurs clients. Donc, on va en parler davantage la semaine prochaine, mais aujourd'hui, juste pour vous informer que cette enquête existe. Nous l'avons fait traduire en français déjà et il faut à peu près un quart d'heure ou 15 minutes pour poser toutes les questions. Et après, on va donner un peu d'aide avec l'analyse des résultats également. Mais Justin, je voudrais poser une question à vous par rapport à l'analyse que vous avez faite. Donc, vous avez déjà parlé de l'analyse de la segmentation des clients qui continue toujours ses activités, qui ne peut pas le faire et qui est susceptible de réactiver leurs activités dans un mois ou dans 3 mois ou jamais peut-être. Mais il y avait d'autres analyses que vous avez faites qui vous avez permis de mieux élaborer votre propre stratégie pour vous assurer de la continuité de vos opérations après la pandémie? Oui, nous sommes allés un peu plus loin, hein, surtout dans la zone rurale où nous avons les cotonculteurs, ceux qui produisent aussi les produits, les vivriers. Nous nous sommes dit, si actuellement pour les vivriers, nous mettons le crédit en place actuellement et que la pandémie se répande dans les zones, quelle sera notre situation? Est-ce qu'il faut aller ou il ne faut pas aller? Est-ce qu'il faut mettre des crédits en place? Est-ce qu'il ne faut pas mettre en place? Si nous mettons les crédits en place et si la pandémie arrive dans la zone, quelles sont déjà les personnes qui sont vulnérables? Donc, on a commencé par limiter. On a commencé par limiter parce qu'on s'est dit, les personnes les plus âgées qui ont déjà plus de 50 ans, là, on se retire un peu. Mais s'il y a des jeunes vigoureux, là, c'est à eux maintenant qu'on est en train d'accorder. Mais si vous avez plus de 50
temps, nous devons aller vers une assurance d'essai. On demande une assurance d'essai pour pouvoir couvrir ce risque. Parce que lorsque vous donnez le crédit à quelqu'un qui meurt, alors que vous n'avez pas une assurance pour pouvoir couvrir ce fonds, c'est une perte pour nous. Donc quand on voit dans la période, dans la pandémie actuellement, on se dit maintenant il faut se couvrir. Il faut aller vraiment vers une police d'assurance, une assurance pour pouvoir couvrir nos charges. Donc on est allé plus loin dans toutes ces analyses-là. Mais ce que nous avons décidé actuellement, on a commencé par l'agriculture, les produits vivriers, qui sont vraiment des produits phares dans notre zone d'intervention, et c'est la période. Donc, il y a une sélection fine qui est faite par rapport à la mise en place des crédits. Donc, ce n'est pas à tous que nous accordons le crédit. On sait que c'est un manque à gagner pour l'institution, mais il faut aller vraiment de façon sécurisée. C'est ce que nous avons fait. Ok, et pour changer un peu du sujet, il y avait avant 2 questions par rapport aux intérêts. Donc, je vais les lire en haute voix, les 2 questions. Après, je vais vous demander à y répondre. Alors, est-ce que je les cherche? Ok. Donc, d'abord, il y a la question, même si cette mesure est atténuante, cette mesure de reporter les échéances, mais de demander toujours un remboursement des intérêts, même si cette mesure est atténuante, comment évaluer la capacité des clients à faire face même aux intérêts? Êtes-vous rigide dans ce cas? Donc, ça, c'est la première question. Et l'autre, c'est comment un client qui a fermé son activité peut payer les intérêts? Oui. Nous ne sommes pas rigides sur ces remboursements d'intérêts, mais nous essayons toujours d'analyser avec cas par cas. Cas par cas. Parce que nous savons le nombre de personnes touchées et de nos bénéficiaires qui sont touchés par cette activité. Donc, les responsables, les directeurs des différentes zones d'intervention sont appelés réellement à les rencontrer cas par cas, et suivant chaque cas, maintenant, on essaie de mener une étude, d'étudier avec la personne. Est-ce que la personne est en mesure de rembourser les intérêts? Et est-ce qu'elle a une autre activité qui peut lui permettre de générer de ressources pour faire face à ces intérêts-là? Donc, c'est une étude cas par cas que nous faisons. Mais il y a d'autres. Parce qu'on a dit que les bars sont fermés, les restaurants sont fermés, mais d'autres qui ont ouvert des bars à la maison que nous connaissons. Donc, pour ceux-là, on sait que ces personnes-là peuvent rembourser. Donc, avec elles, nous étudions aussi pour dire, mais voilà l'activité qui est menée à la maison, nous savons que vous menez ça pour pouvoir survivre, mais ça peut faire face aux intérêts que nous attendons. Donc, c'est une étude cas par cas que nous faisons. Merci. Et encore 2 questions pour l'instant. Après, je vais vous demander de continuer. Il y avait une autre question sur les investisseurs. Est-ce que vous avez aussi pu déjà renégocier vos prêts auprès des investisseurs? Oui, l'USEC-MK a cette particularité que depuis 2012 jusqu'à cette date, l'USEC-MK a fonctionné sur fonds propres. C'est seulement depuis l'année dernière, nous nous sommes rapprochés de nos banques, de nos partenaires financiers, les banques, pour négocier des financements, surtout à injecter dans l'agriculture. Et ça, nous sommes rapprochés d'eux pour réellement étudier avec eux en cette période de pandémie, non pas pour négocier des échéanciers, mais pour voir au cas où la situation se présenterait, est-ce que dans les retraits massifs, nous pouvons casser nos DAT pour faire face à cette situation. Mais les échéances attendues de la banque ne sont pas encore dans les 3 mois, et là nous avons cette chance. Mais nous sommes allés négocier au cas où on aura la situation de retrait massif. Est-ce que nous pouvons vraiment mettre fin à nos DAT pour faire face à ces retraits massifs?
Et qu'est-ce qu'ils ont répondu? Non, mais ce sont nos DAT. Comme on est des partenaires, comme nous sommes des partenaires avec eux, si la situation, s'il arriverait qu'il y a eu des retraits massifs qui demandent réellement que nous touchions nos DAT, ils peuvent lever les DAT. Mais ils peuvent lever les DAT. Seulement que nous allons perdre une partie de nos intérêts. Ok, dernière question avant de continuer. Il y a une personne qui a posé une question sur la communication avec vos clients. Oui. Comment fidéliser? Bon, je la cherche, mais c'était... je peux élaborer même, c'est au niveau de la communication. Comment est-ce que vous le faites pour avoir une bonne communication avec vos clients sur, par exemple, les échéances ou cette nouvelle politique sur les intérêts ou qui va être susceptible de recevoir encore un prêt ou qui ne sera pas éligible pour l'instant, mais en général, comment fidéliser également les clients pendant cette période difficile. Donc, c'était à peu près ça, mais je cherche la question précise. Quel type de communication faites-vous pour fidéliser les clients pendant et après la pandémie? Voilà. Je pense que le client, c'est le socle même de l'activité. Donc, si l'activité du client marche bien, ça permet réellement à l'institution aussi d'avoir des ressources pour pouvoir évoluer. Donc, le client est privilégié chez nous. Par exemple, lorsque les directeurs ou les agents du terrain se rapprochent de la clientèle, on a élaboré une fiche, comme nous l'avons dit, une fiche d'enquête. Nous avons élaboré une fiche d'enquête, une fiche de sensibilisation et de communication avec la clientèle. Mais lorsque, en administrant cette fiche, que les responsables se sont confrontés à des difficultés, ils font recours. Et nous prenons un rendez-vous avec les responsables de la direction. On prend un rendez-vous par téléconférence sur Zoom. Et nous contactons le client. Le client est invité et nous lui exposons tout. Il expose son problème et avec tous les responsables ensemble, sur une agence donnée, nous prenons la téléconférence et nous discutons avec le client. Et on s'entend maintenant sur les possibilités, d'abord, de la continuité de son activité et maintenant de comment reprendre l'activité dans 3 mois ou dans 4 mois et de voir dans quelle mesure aussi, s'il a des difficultés, on peut le refinancer après la pandémie. Donc, c'est comme je l'ai dit, c'est cas par cas. On ne prend pas les clients dans une globalité, mais on les prend cas par cas. Mais nous avons élaboré des fiches d'enquête et des fiches de sensibilisation de communication avec la clientèle. Et comme c'est le cas de la pandémie, il ne nous est pas permis de rassembler plus de 10 personnes. Mais on ne le fait pas. Mais on va vers la personne, on va vers dans son domicile, on va vers son quartier et on le retrouve là et on le sensibilise. Il ne faut pas que vraiment les prendre dans un groupe donné, non. Donc c'est cas par cas. Les agents sont vraiment sensibilisés et formés dans ce cadre-là. Merci. Donc, il y a encore beaucoup de questions, mais il nous faut revenir sur notre sujet principal. Donc, je vais avancer pour que vous puissiez parler davantage de cette gestion de risque de liquidité. Donc, allez-y, je vous en prie. Et merci pour toutes ces réponses. Donc, la gestion de la liquidité dans les scénarios de crise. Donc, il y a les déposants institutionnels qu'il faut voir aussi et les secteurs. Donc, il y a l'assurance. Investir dans les réserves techniques qui vont couvrir les frais de traitement du COVID-19. Si nous avons réellement des clients qui sont dans ce cadre-là où le personnel qui est dedans et les paiements d'assurance vie, décès, il faut commencer par mettre ça en place pour les nouveaux crédits qui seront mis en place dans les établissements de microfinance. Discutez avec les membres. Voilà la situation. Réfléchissons sur
comment sauvegarder le patrimoine de l'institution. Donc, on peut réellement voir comment mettre en place une assurance vie décès COVID-19. Ils peuvent avoir le besoin de liquidité et ne pas renouveler les dépôts à terme ou demander le remboursement anticipé des dépôts. Lorsque cette situation se présente, il y a toujours la sensibilisation qui est là. Il y a les fonds de pension qui permettent aux cotisants qui ont perdu leur emploi de retirer un pourcentage des montants versés. Ils pourraient avoir besoin de liquidité et ne pas renouveler les dépôts à terme ou demander le remboursement anticipé des dépôts. Donc, il faut négocier. Quand c'est des gros déposants ou des petits déposants qui ont besoin de leur épargne, négocier avec eux dans une certaine mesure, à travers les fonds de pension, leur donner un fonds et qui ne sera pas réellement, si c'est un DAT, comment leur permettre d'avoir de vivre, de survivre cette période de pandémie et après maintenant, pour qu'ils ne retirent pas tous les dépôts et mettre en difficulté l'institution. Il y a les écoles, les collèges privés, qui vivent seulement sur le paiement des contributions. Les écoles sont fermées aujourd'hui. Nous avons financé, les établissements de microfinance ont financé ces écoles, ces collèges. C'est le lieu maintenant de discuter avec toutes ces écoles-là et de voir comment ils pourraient vraiment nous permettre de rentrer en possession de nos fonds, ou comment ils pourraient, s'ils ont des dépôts, comment ils ne vont pas tout retirer et nous permettre d'avoir de liquidité au niveau de notre institution. Donc, voilà, réfléchissons sur l'assurance vie décès COVID-19, les fonds de pension pour les petits cotisants et aussi les écoles et les collèges privés pour qu'ils ne retirent pas la totalité de leur épargne de nos caisses. Le comportement des taux d'intérêt et des taux de change. Dans cette période, il faut voir les taux d'intérêt fixes ou les taux d'intérêt variables et la dépréciation ou appréciation des taux de change. Aujourd'hui, lorsque j'avais dit tout à l'heure, vous êtes dans les devises. Les gens profitent de cette période-là. Les gens profitent de cette période pour déprécier ces devises-là. Donc, il faut tout faire pour négocier, pour ne pas montrer que nous sommes dans une situation de faiblesse. Oui, madame Amélie. Donc, pour le scénario numéro 1, l'hypothèse suspension partielle de l'activité économique associée à la fermeture des frontières aériennes, terrestres et maritimes, par exemple, le tourisme qui a pris un coup et à une distanciation sociale volontaire. Le deuxième, c'est le report de paiement de capital aux clients ayant des activités liées au tourisme, transport, hébergement, restauration, artisans, pour le reste de l'année 2020, peut-être 10% et du portefeuille. Et maintenant, voir en 2021, ce portefeuille devrait être radié à cause du non-redressement des activités. Au point 3, pour le scénario numéro 1, il peut y avoir arrêt de déboursement des prêts aux clients jusqu'à ce qu'une meilleure compréhension de l'évolution future de la situation économique du pays devienne possible. Donc, c'est aussi un cas de scénario. Le point 4, il faut avoir les dépôts à vue, le comportement historique de nos bénéficiaires. Les dépôts, est-ce que ces dépôts-là peuvent être continués en cette période? Je ne pense pas. Et les retraits de fonds à l'échéance pour les dépôts à terme. Donc, à nous, au niveau de nos institutions, de commencer par faire ces analyses-là. Est-ce que si ça dure, quel serait le comportement de nos bénéficiaires, de nos déposants, par rapport à l'épargne dépôt à vue? Et maintenant, par rapport à l'épargne dépôt à vue, quand ça arrive à l'échéance, qu'est-ce que nous devons faire avant que cela n'arrive à terme? Est-ce qu'il ne faut pas aller les sensibiliser pour voir qu'après la pandémie, l'activité peut toujours continuer? Et au point 5, il y a les obligations financières
le paiement du principal et des autres frais selon les échéances. Donc voilà les scénarios possibles que nous pouvons mettre. Il y a OICO Crédit par rapport à ce scénario, hypothèse numéro 1, OICO Crédit a mis en place une documentation réellement qui pouvait nous aider. Si on pouvait trouver cette documentation, vraiment ça va vraiment nous aider dans nos établissements de microfinance pour mener ces différents scénarios et voir quelle sera la situation de notre liquidité en cette période ou après la pandémie. Scénario numéro 2. Il y a la suspension totale de l'activité, sauf pour les ventes des produits alimentaires, les pharmacies, les ventes de carburant, la livraison à domicile des produits alimentaires et les institutions financières, le couvre-feu partiel ou total pour une période de 3 mois. Donc, il revient à nous, en tant que responsables, premiers responsables, et tous les autres responsables qui nous entourent, de voir quelle serait la situation si on arrivait à cette situation de blocage total sur notre liquidité. Et aussi, il y a le régulateur qui décrète le report de 3 mois, comme ils l'ont fait à la Banque centrale. Bien que l'institution ne soit pas réglementée, elle devra appliquer le même traitement à ses clients. Le scénario, arrêt de déboursement des prêts aux clients jusqu'à ce qu'une meilleure compréhension de l'évolution future de la situation économique du pays devienne possible. C'est des scénarios. Les dépôts à vue, épargne retrait à 80% des projections selon le comportement historique de 1 à 90 jours, épargnant sauvegardant une partie de ses ressources à l'institution. Le 20% non retraité de 1 à 90 jours se retire dans les 3 trimestres suivants. Donc, c'est des scénarios qu'il faut mettre en place. S'ils viennent maintenant pour retirer 80% de leur épargne, dépôt à vue, quelle sera notre situation? Et maintenant, par rapport au dépôt à terme, renouvellement du capital pour une période de 90 jours, dans les échéances comprises entre 1 et 90 jours, c'est-à-dire échéance de 91 à 180 jours, et retrait des intérêts pour les échéances à partir de 91 jours. Quelle serait notre situation dans ce scénario-là? Donc, il revient à nous, dirigeants, et à nous, responsables, de réfléchir sur ces différentes situations pour voir quelle sera la situation de nos liquidités. Mais comme je l'ai dit, il y a un outil qui est mis en place par OICO Crédit et Microvision pour pouvoir traiter ces différents scénarios et qui sont à notre disposition. Parce que ADA a mis ça sur le site et qui est disponible à tout le monde. Toujours dans le scénario numéro 2, nous avons les délais de 3 mois. Dans les délais de 3 mois, le pays commence à lever les restrictions et l'activité se relance. Bien que la récession mondiale ait un impact, baisse des exploitations, réduction des transports de fin et autres. Donc 90% des crédits récupèrent l'activité. Remboursement des crédits à échéance, le paiement reporté sont payés en 3 trimestres. On voit avec eux, ce qui veut dire que l'activité reprend. Après 3 mois, le report supplémentaire de 6 mois sur le remboursement de capital à 10% du portefeuille, activités liées au tourisme, transport, hébergement, restauration, artisan. Et maintenant, on voit en 2021, projeter ce portefeuille devra être radié à cause de la non-relance de ces activités. Donc, c'est des scénarios que nous pouvons vraiment mettre en place au niveau de nos établissements à travers les outils mis en place par ADA et OICO Crédit. Il faut, dans ce cadre-là de la pandémie ou dans ce cas de crise, il faut identifier les sources de liquidité supplémentaires pour faire face à l'effet combiné de la réduction du recouvrement des prêts, le décaissement des nouveaux prêts, par exemple l'urgence, reconstruction et le retrait de dépôt. Il faut penser à la réserve légale, aux réserves de trésorerie volontaires et investissements convertibles, et aux ressources non décaissées des prêts approuvés aux clients en avance et aux soldes des lignes de crédit non décaissées. Donc, les soldes des crédits non décaissés, commencez déjà par négocier avec les banques pour voir
les ressources non décaissées des prêts approuvés aux clients, il faut s'asseoir sur ça, il ne faut pas les décaisser pour faire face à la trésorerie. Les réserves de trésorerie volontaires et investissements convertibles. Nous parlons bien des investissements convertibles et les réserves légales. Voilà les sources de liquidité supplémentaires que nous pouvons identifier dans nos établissements de microfinance pour pouvoir faire face à cette crise de liquidité. Il y a les lignes de liquidité d'urgence, agents de développement auprès des banques centrales ou du gouvernement. Lorsque la pandémie a commencé ici au Tchad, le gouvernement a pensé, a annoncé qu'ils vont mettre à la disposition des établissements de microfinance des ressources pour pouvoir servir la base, pour pouvoir aider les populations à la base de continuer à survivre. C'est des dispositions qui ont été prises. Mais maintenant, ils vont commencer d'abord par les retraités. Comment appuyer les retraités, comment accompagner les retraités à avoir de ressources supplémentaires pour pouvoir faire face à cette situation de pandémie. Mais pour les autres, ce n'est pas encore défini, mais le gouvernement a annoncé et que c'est à travers les établissements de microfinance qu'ils vont passer pour pouvoir atteindre la base dans ces activités pour leur permettre de continuer à vivre. Il y a les ressources à court terme sur le marché monétaire interbancaire. Il y a la gestion des taux d'intérêt actifs pour favoriser le remboursement des crédits, la gestion des taux d'intérêt passifs pour favoriser le renouvellement et le non-retrait des dépôts, le nouveau financement provenant des partenaires avec relation, le fonds, le FMR, là, les donateurs et les actionnaires, pour nous appuyer dans certaines actions réelles en cette période donnée. La vente du portefeuille crédit non noté et la vente des actifs immobiliers. Mais il ne faut pas arriver jusqu'aux actifs immobiliers, à commencer par les vendre. Que la pandémie ne nous amène pas jusqu'à ce point-là. Avant de continuer, je vais poser une autre question qui a été mise dans le boîte chat. Je ne sais pas si vous m'entendez. Oui. Donc, pourriez-vous nous dire un peu plus sur quels sont les indicateurs les plus fiables et appropriés pour pouvoir évaluer l'état de la liquidité d'une institution en ce moment avec une situation qui évolue de jour en jour? Nous avons dit tout à l'heure que le comité de Bâle III a identifié les ratios de liquidité à court terme et les ratios de liquidité à long terme. Mais à notre niveau, c'est seulement l'analyse des actifs qui nous permettra de jour en jour, l'analyse des actifs de jour en jour nous permettra vraiment de voir la liquidité au niveau de chaque institution. L'analyse des actifs. Donc, chaque institution doit de jour en jour essayer de faire l'analyse de ses actifs de jour en jour et voir si réellement il est liquide pour faire face à ces différents scénarios et ou s'il va faire recours à un moment donné à ses partenaires qui sont les banques ou à ses partenaires financiers. Merci. Donc, il nous reste encore une dizaine de minutes et il faut réserver quand même quelques minutes pour l'explication de l'aide que les facilités peuvent apporter à nos membres. Donc, encore à peu près 5 minutes. Je ne sais pas si vous préfériez que je continue à avancer des diapos l'un par l'autre ou s'il faut avancer. Il reste des diapos. Okay. Il y a les principes de gestion du risque de liquidité. Le comité de Bâle a mis en place 17 principes fondamentaux relatifs à la gestion du risque de liquidité. Donc, le premier principe est relatif au principe fondamental pour la gestion et la supervision du risque de liquidité. Le deuxième et au quatrième, du deuxième au quatrième, c'est par rapport à la gouvernance de la gestion du risque de liquidité. Du cinquième au 12e principe, c'est la mesure et la gestion de la liquidité. Et le principe 13, c'est l'information du public sur la gestion du risque de liquidité. Et du 14 au 17e principe, c'est le rôle des superviseurs. Donc, tous ces principes-là sont mis en annexe par rapport à cette présentation que nous pouvons, après la séance, que nous pouvons aller consulter.
En conclusion, la pandémie cause une série d'impacts négatifs sur les opérations de tout l'ensemble de nos institutions. Donc, la mise en place des scénarios de simulation de la crise, qui est un outil pratique, peut aider les directions des institutions à faire face à la crise, à renforcer l'immunité institutionnelle et la prise des décisions appropriées, l'atténuation des risques, surtout en ce qui concerne la bonne gestion de la liquidité. Je vous remercie. Merci beaucoup. Donc, je vais lire une contribution de la part de l'un de nos participants qui me semble très pertinente. Et après, il y a encore quelques questions pour vous, Monsieur Koutete. Donc, la contribution est celle-ci. Et je vais la lire en haute voix encore une fois pour l'enregistrement du webinaire. Donc, les commerciaux ou agents de crédit devront parler aux clients déposants, ne pas interrompre le contact tout en les rassurant sur la solidité de leurs institutions et surtout les faire comprendre que le lieu de l'institution est d'une part de sécuriser l'argent des déposants et surtout qu'elle dispose d'une police d'assurance pour la sécurité des fonds. Je ne sais pas si vous souhaitez élaborer un peu, mais voici une contribution sur l'importance de cette communication avec les clients pour leur assurer du fait que les fonds sont sécurisés. Oui, comme nous l'avons dit, il ne faut pas arrêter parce que il y a des agents actuellement qui ne sont pas mis en congé. Le reste des agents qui sont en fonction, il faut leur demander de continuer l'activité. La sensibilisation en prenant les dispositions réellement pour faire face à la pandémie, en se protégeant, tout en ayant leur masque et d'aller vers les bénéficiaires pour les sensibiliser. Après la pandémie, l'activité continue doit continuer. Nous avons vu ici au Tchad que des institutions ont mis en congé la plupart des responsables, 3 mois de congés payés. Nous nous sommes dit, mais c'est grave ce qu'il a fait. Il n'a pas analysé l'importance de la présence de ces responsables dans cette activité-là et les a mis en congé. Non, il faut identifier les gens qui ne sont pas réellement dans l'activité actuellement et les mettre en congé. Mais le reste, les sensibiliser, mettre des outils à leur disposition pour sensibiliser la population, mettre à leur disposition que les fonds sont garantis. Rassurer les bénéficiaires, rassurer ces populations-là, ces bénéficiaires-là, pour leur dire réellement que l'activité doit continuer et continue, même après la pandémie, que l'activité continue. Les rassurer. Je vous remercie. Merci. OK. Encore une question de la part de notre participant. Procédez-vous à l'accompagnement des clients dans la gestion de leurs activités pour amortir l'impact de la pandémie sur leurs activités? Est-ce qu'il y a un accompagnement spécialisé dans cette période de pandémie? Accompagnement des clients. Dans le plan de continuité de notre institution, nous on a mis en place la communication et la sensibilisation. Sinon, les gens deviendront fous. Il y a d'autres qui ne fonctionnent plus. Donc, il faut les accompagner, il faut les sensibiliser. Non, après la pandémie, vous pouvez reprendre ou leur donner des exemples. Vous voyez dans tel domaine, vous pouvez aller dans tel domaine pour pouvoir juguler la tension. Sinon, tout est fermé. Tout est fermé, les gens se posent des questions. Quand est-ce que ça va finir? On a commencé ici depuis le 19 mars. Nous sommes au 6 mai aujourd'hui. Depuis le 19 mars, donc c'est là maintenant la situation. Donc il faut les accompagner, il faut les sensibiliser, être comme un psychologue à côté d'eux pour leur dire, les rassurer, pour leur dire l'activité, ce n'est pas encore la fin, mais l'activité doit recommencer. Et j'imagine qu'il vous faut également jouer le rôle de psychologue auprès de vos employés également, parce qu'il doit y avoir beaucoup de soucis, et surtout pour les employés mis en congé. Pourriez-vous parler un peu du traitement des employés d'une façon responsable dans une période de pandémie? Parce que ça, c'est une autre façon de bien gérer l'institution. Oui, les employés sont soucieux de leur emploi. Parce qu'ils se disent, quand on les a mis en congé, d'autres se disent, mais voilà la situation,
au niveau de l'institution, qu'est-ce que nous deviendrons. Mais on les rassure. On les rassure à travers les communications pour dire, après la pandémie, ça continue. Les salaires sont là. On a maintenu les salaires. Malgré la situation, nous continuons de payer les salaires. On continue de... Et par rapport à la convention, on ne regarde pas la convention. On les a rassurés au moins pour leur dire, les salaires seront payés et à date prévue. Ce qui veut dire qu'ils sont rassurés d'abord. Si l'employé sait que son salaire est disponible, je pense qu'il est rassuré par rapport à la suite. OK, donc nous arrivons à la fin du webinaire, mais avant de terminer, je tiens à vous sensibiliser à quelques ressources qui peuvent vous intéresser. Donc, dans la boîte chat, d'abord, j'ai mis le lien pour accéder à une boîte à outils qui a été élaborée pour ADA, dont M. Koutete vous a parlé. Voici, vous voyez, d'abord, ils ont élaboré un guide et après, pour mettre en pratique ce guide, ils ont élaboré une boîte à outils contenant un modèle pour dresser un plan d'action de continuité des activités, un modèle pour construire des scénarios et faire l'analyse des écarts de liquidité, et une description des outils à utiliser pour élaborer des différents scénarios. Donc, le lien à cette boîte à outils est dans la boîte chat, mais je vais l'afficher également à notre page de ressources francophones pour vous. Deuxièmement, donc, comme Justin vous a dit, il y a un annexe. Donc, on n'a pas eu le temps de vous montrer toutes les diapositives, mais il y a un annexe qui vous donne les détails sur tous ces principes que vous voyez sur l'écran actuellement. Donc, merci de noter que vous pouvez télécharger cet exposé sur notre site à partir de la semaine prochaine au plus tard, ou peut-être même à partir de la fin de cette semaine. Donc, il y a cette annexe qui peut vous intéresser également. Et finalement, il y a la facilité pour la finance inclusive et responsable. Donc, il y a 3 facilités gérées par la SPTF et moi, je suis la directrice pour celle qui travaille en Afrique et au Moyen-Orient. Donc, son sigle en anglais, c'est le RIF SSA MENA pour Afrique subsaharienne et Moyen-Orient, Afrique du Nord. Donc, nous offrons, généralement, nous offrons des formations. Nous cofinançons des activités comme des audits sociaux et des projets d'amélioration, les certifications et les notations sociales. Mais dans cette période de pandémie, nous avons décidé également de mettre en place quelques nouvelles politiques pour vous aider davantage avec vos propres activités dans cette période difficile. Donc, généralement, le comité de pilotage se réunit trimestriellement, mais pour l'instant, en cette période de pandémie, nous allons traiter les demandes d'une façon continue et nous essayons de vous répondre dans un délai de 2 semaines au maximum. C'est-à-dire, moi, chaque semaine, je traite tous les dossiers d'abord et après, je les présente en ligne aux membres de nos comités de pilotage et ils vont voter en ligne également pour que nous puissions vous donner une réponse dans un délai de 2 semaines. Donc, le lien que vous voyez sur votre écran donne beaucoup plus de détails sur les politiques et les pratiques et les activités variées que nous pouvons cofinancer. Mais également, il y a les formulaires à télécharger pour postuler. Donc, c'est sur cette page que vous allez trouver tous les formulaires. Il y a un formulaire spécialisé pour chaque type d'activité. Et au niveau du cofinancement, donc, généralement, nous offrons un cofinancement de 50% des coûts externes d'un projet. Mais dans la période de pandémie, s'il y a des projets qui sont vraiment liés étroitement à une réponse urgente et immédiate aux défis actuels posés par les pandémies, par exemple l'achat des masques ou l'achat des matériels de protection, nous pouvons cofinancer jusqu'à 90%. Donc, le comité de pilotage va vous demander de soumettre un budget qui note tous les coûts externes et c'est cas par cas que le comité va faire une analyse de votre dossier et va décider le niveau de cofinancement. Donc, mais ça sera normalement, sauf si l'institution est vraiment rentable, le niveau de cofinancement va normalement
tomber entre 50 et 90%. Mais en général, c'est 50%, mais en temps de pandémie, il y a cette possibilité de recevoir encore un peu plus de cofinancement. Donc, nous vous encourageons de postuler. D'abord, d'aller sur le site pour lire le fichier. Nous avons également raccourci un peu les questions. Nous avons un formulaire simplifié pour vous aider à soumettre une demande de cofinancement avec moins d'efforts. Donc, à la fin, donc d'abord, je vous remercie, Monsieur Koutete, pour vos remarques, pour votre présentation très pertinente, très utile à tous nos membres. Donc, un grand merci pour tous qui n'ont pas eu la possibilité d'avoir une réponse à vos questions, parce qu'il y en a encore beaucoup dans la boîte chat. Donc, je les ai vus, je les ai copiés sur un fichier Word et je vais les transmettre à Monsieur Koutete pour qu'il puisse peut-être apporter des réponses aux personnes intéressées après par rapport à un courriel, par le biais de courriel par exemple. Donc nous allons essayer de répondre à ces questions et merci à tous de nous avoir rejoints, d'avoir participé aujourd'hui et j'espère vivement vous voir la semaine prochaine le 12 mai pour le webinaire sur cet outil d'enquête client qui va vous permettre de faire l'analyse dont M. Koutete vous a parlé tout à l'heure sur toutes les activités de vos clients pour mieux élaborer votre propre plan de continuité. Donc, très bonne journée à tout le monde et à la prochaine. Merci encore une fois. Au revoir. Merci, Madame Amélie. Au revoir.